À la une ce soir, 27 ans de prison requis contre Kevin Dour. Le principal accusé dans l'affaire de trafic de drogue a refusé de comparaître dans l'après-midi. Ses complices présumés risquent 12 et 22 ans. Le niveau 2 d'alerte déclenché par la préfecture. La qualité de l'air est très mauvaise en ce moment. Les activités physiques sont interdites dans les établissements scolaires et toute structure d'accueil de mineurs. Une délégation de l'agence des 50 pas géométriques en visite sur le terrain. La situation des riverains du quartier Pointe-Chaudière au Vauclin a été analysée. Ils sont nombreux à ne bénéficier d'aucun service aujourd'hui. Enfin, deuxième épisode de notre série consacrée aux candidats sélectionnés parmi les porteurs de projets des assises des Outre-mer. Coup de projecteur ce soir sur l'association culturelle Un œuf qui souhaite réhabiliter le canal Levassor à Fort-de-France. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons avec le 8e jour du procès de Kevin Dour qui s'est déroulé aujourd'hui et les réquisitions sont tombées. 27 ans pour le principal accusé, 12 et 22 ans pour ses complices présumés. Kevin Dour a de nouveau fait des siennes cet après-midi en refusant de comparaître. Compte rendu d'audience d'Alizé Lutran et de Valérie Vincent. Je vous rappelle qu'il y a 10 accusés dans ce dossier, Kevin Dour et 6 de ses complices présumés. 3 sont en cavale. Alors avant de débuter leur réquisitoire, les 2 avocats généraux sont revenus sur l'affiliation de chacun des accusés dans ce réseau présumé de trafic de stupéfiants. Pour ses complices présumés, dans quasiment tous les cas, c'est l'importation de stupéfiants en bande organisée et l'association de malfaiteurs qui ont été requis. Seule une relaxe a été demandée pour le docker dans le cas de l'importation de cocaïne en bande organisée. Les avocats des accusés ont ensuite livré leur plaidoirie. Reste désormais à savoir quels chefs d'inculpation seront retenus. Et s'il est reconnu coupable, Kevin Dour, lui, encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. En bref, au chapitre politique, le mouvement indépendantiste martiniquais a été placé sous le contrôle d'un administrateur judiciaire. Le tribunal de grande instance a été saisi par certains militants pour faire la lumière sur la gestion administrative. L'administrateur désigné aura 4 mois pour faire le point et convoquer une assemblée générale. La dernière remonterait à 2011. Vous vous en êtes sans doute rendu compte, la qualité de l'air a été très mauvaise aujourd'hui. 10 sur une échelle de 10 et la situation ne devrait pas s'améliorer de sitôt. Le préfet annonce plusieurs mesures de sécurité avec un arrêté qui place la Martinique au niveau 2 d'alerte sur les 3 prévus dans cette situation. Il est donc recommandé aux automobilistes de réduire leur vitesse à 70 km/h. Les activités physiques sont interdites dans les établissements scolaires et autres structures qui accueillent les enfants. Enfin, le brûlage des déchets verts est totalement interdit et il est recommandé de reporter les travaux générateurs de poussière. Voyez les précisions recueillies par Sandrine Claude. Il faut savoir que c'est essentiellement dû à la présence de brumes de sable qui sont d'origine naturelle. C'est un phénomène naturel qui est renforcé bien évidemment par des activités humaines qui sont fortement émettrices de particules fines ou d'autres polluants, notamment les activités de transport. Donc ce sont des phénomènes qui sont amenés à se reproduire. Il faut savoir que pour mieux qualifier le phénomène, on a lancé récemment une étude par le laboratoire qui est piloté par le laboratoire de surveillance de la qualité de l'air, le laboratoire central national, pour essayer de mieux qualifier le phénomène. Nous avons atteint une pollution qui dure depuis 2 jours. Nous savons que nous aurons encore une pollution importante demain. C'est la raison pour laquelle nous passons à ce niveau 2, qui est un niveau essentiellement de recommandation, mais qui est aussi un niveau de responsabilisation de la population, afin qu'elle prenne en compte elle-même la nécessité de modifier les comportements, soit d'émissions de pollution, soit son propre comportement. Il y aura 2 types d'interdictions. D'abord, l'interdiction des pratiques sportives dans les établissements scolaires et ceux qui accueillent des jeunes mineurs. Et puis, une interdiction de brûlage des déchets verts. Et il n'y aura pas d'exception pour le brûlage des déchets verts. Et puis, il y a toute une série de recommandations. Recommandations sur les transports. Nous recommandons d'adapter la vitesse à 70 km/h sur les routes. Nous recommandons de privilégier le covoiturage. Également des recommandations en matière sportive. Il est déconseillé de faire du sport soit de façon intense, soit de façon trop prolongée. Autre mesure prise par la préfecture, un plan d'action a été présenté ce matin pour réduire l'utilisation des pesticides
en présence des acteurs du secteur agricole. Un point a également été fait sur les quantités de produits phytopharmaceutiques utilisés chez nous et leur impact sur nos eaux. Voyez les précisions recueillies par Alizé Lutran et Valérie Vincent. On a cité aujourd'hui beaucoup de réussites, par exemple la lutte biologique qui est déjà intervenue sur la canne à sucre pour lutter contre une chenille qui perforait les tiges. On a cité aussi la génétique qui permet d'éviter des traitements contre des maladies liées à des champignons. C'est-à-dire qu'on a isolé des variétés qui résistent. On a évoqué par exemple l'utilisation de plantes de service que l'on met sur les parcelles au pied des cultures pour éviter de désherber et d'enlever les mauvaises herbes. C'est-à-dire que ces plantes de service vont limiter la croissance des mauvaises herbes. On évite ainsi l'usage des herbicides. On a évoqué aussi par exemple l'utilisation d'auxiliaires, c'est-à-dire de petits insectes qu'on va lâcher dans des champs pour tuer des insectes qui, eux, sont ravageurs des cultures. Les professionnels sont formés à tout ce qui est santé, sécurité, impact sur l'environnement et aussi à l'utilisation de méthodes alternatives. Ça passe aussi par de l'expérimentation, ça passe par la gestion des déchets qui est correcte et surtout un point phare, c'est la mise en place de méthodes à l'échelle d'une exploitation dans le cadre des réseaux de fermes défis. Donc à la Martinique, vous avez 45 fermes qui sont engagées à réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, à la fois dans la filière ananas, canne à sucre, banane, et le dernier réseau en date, c'est le réseau culture maraîchère et vivrière. 1 euro pour vaincre le cancer, c'est le nom de l'opération organisée ce samedi 9 juin à Fort-de-France, mais aussi à travers toute l'île. Une manifestation nationale est relayée chez nous et pour en parler, nous recevons l'administrateur de la Ligue contre le cancer, Patricia Fouche. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer à parler de l'objectif de cette opération qui est organisée le même jour que toutes les ligues contre le cancer. Chaque antenne se fixe un objectif. En Martinique, ce n'est pas de cotiser pour la recherche comme on le voit souvent dans l'Hexagone, mais plutôt d'accompagner les familles. Dites-nous en plus. Ben effectivement, vous savez, la Ligue nationale est un point principal et nous avons donc des comités régionaux. Nous, en Martinique, nous avons privilégié l'accompagnement des malades et de leurs proches. Voilà. Et libre à nous donc d'organiser des manifestations qui nous permettent de pouvoir financer toutes nos actions et nos missions. Alors justement, quelles sont vos actions tout au long de l'année et les moyens que vous avez pour les accomplir? Alors les moyens sont de plus en plus légers. Nous vivons de subventions effectivement qui nous permettent de pouvoir accompagner nos actions, mais nous avons également des généreux donateurs, aussi des associations qui nous accompagnent. Vous voyez, par exemple, demain soir, il y aura une projection à l'Atrium dont la totalité des bénéfices iront à la mission Rêve d'enfants. Et ça, c'est le e-Club Caraïbes qui a donc pris cette initiative pour nous accompagner et pour pouvoir nous permettre de réaliser les rêves d'enfants. Outre ça, nous avons d'autres événements, tels que par exemple ce qui va se passer samedi, en l'occurrence, qui est donc basé sur un principe de collecte, tout simplement, où nous sollicitons le public. Nous y reviendrons. Voilà. Juste avant, on parle d'un hôpital public en grande difficulté. Quels sont les retours des patients que vous avez en ce qui concerne la qualité et le suivi des soins en Martinique? Alors, si vous voulez, nous ne nous substituons pas du tout au personnel médical. Nous sommes bien dans l'accompagnement des malades et leurs proches. Accompagnement, ça veut dire quoi? C'est pouvoir répondre à leurs besoins collatéraux, j'ai envie de dire. Vous savez, ça peut être des démarches administratives, mais ça peut être également, nous leur proposons et nous leur offrons ce que l'on appelle des soins support. Ça sous-entend qu'ils peuvent consulter à leur demande une psychologue spécialisée en oncologie, mais également de la gymnastique adaptée, des cours de yoga, des soins esthétiques. Voilà, c'est dans ce registre-là que nous actons, mais également ça peut être, par exemple, vous savez, la problématique des enfants malades. Ils sont diagnostiqués en Martinique, mais bien souvent envoyés en métropole.
eh ben, il y a toute une logistique autour de ça. Ben, c'est de savoir les familles, où vont-elles être hébergées. Bien évidemment, l'enfant est pris en charge, ça peut être Gustave Roussy ou ça peut être Necker, mais que vont faire les parents, où vont-ils pouvoir être logés. Donc voilà, nous répondons éventuellement... C'est là que vous intervenez pour accompagner les familles. Ça peut être un soutien financier aussi, parce que parfois des familles se retrouvent en grande difficulté. La totalité de leurs salaires ne sont pas forcément versés, et malgré tout, il faut quand même qu'ils fassent face à leurs obligations. Et voilà, nous pouvons également intervenir en termes purement financiers. Alors, revenons à votre opération, justement, de ce samedi. Le coup d'envoi sera donné au kiosque Henri Guédon à Fort-de-France. Alors, dites-nous ce qu'il y aura au programme. Eh bien voilà, on s'est simplement dit que pour pouvoir solliciter l'ensemble de la population plus largement, il serait bien qu'on puisse être aidé et accompagné d'associations qui sont motorisées. Alors, le point de départ, effectivement, va se trouver au kiosque Guédon à 9h. L'ensemble de ces associations vont donc sillonner, ils ont défini leur parcours de collecte, ils seront équipés, on va les identifier très facilement puisqu'ils auront des urnes, bien évidemment, ils auront des chasubles à l'effigie de la Ligue contre le cancer, et donc on choisit leur zone de collecte. On va essayer de couvrir, c'est prévu qu'on couvre l'ensemble de la Martinique. Avec plein d'associations, dont l'association de Bradjac qui va faire voilà, une sortie alors vous avez, en saison. Exactement, parce que les Bradjac, finalement, aujourd'hui, c'est vraiment des objets d'art. Voilà, eux, ils seront, par exemple, sur une trajectoire, si mes souvenirs sont exacts, ils vont partir du Marin, et puis ils vont remonter Rivière-Pilote, Sainte-Luce, Ducos, voilà. D'accord, donc ça sera du nord au sud. Du nord au sud, voilà. Chaque association a donc identifié sa trajectoire. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle que le coup d'envoi, enfin l'opération est programmée ce samedi, coup d'envoi au kiosque Henri Guédon. À 9h. À 9h, et puis c'est sur toute la Martinique pour faire un don. Voilà, et le retour de l'ensemble des associations est donc prévu à 16h30, à nouveau au kiosque Guédon. Très bien, merci à vous. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Que faire du quartier Pointe-Chaudière au Vauclin? Une question que s'est posée aujourd'hui la délégation de l'agence des 50 pas géométriques qui s'est rendue sur place ce matin. De nombreuses difficultés se posent dans ce quartier qui a vu le jour spontanément il y a 40 ans. Les riverains ne bénéficient de pratiquement aucun service aujourd'hui. C'est un reportage de Sandrine Claude. Habitat insalubre, accès difficile, pollution. Avec près de 80 constructions, le quartier Pointe-Chaudière réunit à lui seul les différentes problématiques relatives à la question des 50 pas géométriques. La plupart des habitants est privé de presque tout service. Ici, personne n'a l'EDF. Tout le monde est à l'énergie solaire. Ici, personne n'a un compteur d'eau. C'est un câble qui était tiré de je ne sais où et qu'on a de l'eau. Mais personne n'a son compteur d'eau propre. Ici, il n'y a pas non plus de chemin comme vous avez pu le voir. La route est lamentable. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu une intervention des pompiers dans ce quartier qui nous disait que c'était difficile pour eux d'arriver jusqu'au fond près de la plage que vous avez pu voir. Au quotidien, les riverains doivent avoir recours au plan B et surtout prendre leur mal en patience. On a l'énergie solaire, elles sont très onéreuses, les dépenses. Et il y a le groupe électrogène, mais il faut acheter aussi de l'essence, qui est très coûteux, il faut le transport et c'est dangereux aussi de transporter de l'essence, etc. Donc on se met en danger pour vivre bien. Donc c'est vrai qu'un idéal, régulariser, avoir l'eau, l'électricité, l'accès à la route, je parle de l'assainissement aussi, et nos déchets, des eaux usées et tout. Et c'est pour mieux toucher du doigt ces problématiques qu'une délégation menée par l'agence des 50 pas sillonne le quartier. En 40 ans, l'urbanisation de la zone s'est faite de manière spontanée et donc non réglementé. Le processus de régularisation est à présent crucial. Il y a des gens qui ont pu obtenir des régularisations en temps et en heure, alors qu'ici, ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'était pas le cas. Et depuis quelque temps, l'agence des 50 pas qui a été mise en place avec le concours des services de l'État s'emploie à faire en sorte que le dossier soit débloqué, qu'il avance. Alors au moment où nous parlons, ça a déjà avancé pas mal, parce que 80% des constructions qui sont ici sont en cours de régularisation. Des démarches accélérées, car d'ici moins de 3 ans, l'activité de l'agence des 50 pas géométriques viendra à son terme. La priorité aujourd'hui reste à réfléchir aux conditions dans lesquelles la gestion des 50 pas géométriques va être transférée au 1er janvier 2021 à la CTM, de façon à ce que faire évoluer
à mon avis, les textes réglementaires de façon à pouvoir assurer une transition aisée et donner les outils et les moyens à la collectivité de façon à pouvoir exercer ses prérogatives sur la bande des 50 pas géométriques. Sur ces 18 hectares de terre, le quartier Pointe-Chaudière présente aussi des disparités sociales évidentes. L'agence des 50 pas entend apporter des solutions individuelles pour un meilleur vivre ensemble. Place maintenant au deuxième épisode de notre série consacrée aux candidats sélectionnés parmi les porteurs de projets des Assises de l'Outre-mer. Coup de projecteur ce soir sur l'association culturelle Un Neuf qui souhaite réhabiliter le canal Levasseur à Fort-de-France. Mi Belle Madame, c'est le nom du programme qui invite des artistes à venir peindre leur version du doudouisme sur les murs du canal. Présentation d'Alizé Lutran et de Valérie Vincent. La toile est encore blanche. Mais d'ici quelques mois, les 600 mètres de berge entre le pont et la poissonnerie revêtiront de nouvelles couleurs. Le thème, c'est le néo-doudouisme, donc l'idée c'est de s'affranchir des codes du doudouisme pour aller plus loin et proposer notre vision de nous-mêmes et pas la vision qui nous a été imposée par le doudouisme. Donc déjà, ça s'inscrit clairement dans l'outre-mer et dans des problématiques outre-mer. Et en plus, ça se fait à Fort-de-France, qui est quand même le chef-lieu de la Martinique, où il y a beaucoup de touristes chaque année qui convergent, notamment par les bateaux. Et donc de permettre par ce projet-là aux artistes et à la culture d'être exportés un peu à l'international par les yeux et les photos des gens qui passent. Ancien lieu commerçant et centre névralgique de la ville, le canal Levasseur a depuis perdu ses lettres de noblesse. Une brigade d'une quinzaine d'artistes, peintres, illustrateurs, paysagistes sera bientôt chargée de redonner vie à ce mur sans âme. Jimmy, lui, ne travaillera pas seul sur sa parcelle, mais avec les élèves d'une école du quartier. On a décidé de travailler autour du madras et des fleurs en fait. Donc on va retravailler ça avec l'école et on va voir en fait qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériau en fait pour finalement ce mur on va le décider ensemble avec l'école. Je ne vais pas leur imposer moi ma patte et ma version de mon art en fait à l'école, on va travailler de ça ensemble. Pour réaliser son projet, l'association Un Neuf devra débourser près de 80 000 €. Si elle remporte le concours Assises Outre-mer et le chèque de 10 000 €, la somme pourrait servir à rémunérer les artistes qui contribuent jusqu'ici bénévolement au rayonnement de notre culture. Et je vous rappelle que vous pouvez voter pour votre projet préféré jusqu'au 13 juin prochain sur le site www.assisesdesoutremer.fr. Restez avec nous à suivre dans cette édition du football avec les premières rencontres du tournoi des 4 qui ont eu lieu hier soir au stade Pierre-Aliquer. Les Matininos se sont imposés face à la Guyane 3-0. Enfin, nous parlerons culture avec la 7e édition de Piano Consacca écrit programmée ce vendredi au Tropicatrium. Plusieurs pianistes internationaux seront au rendez-vous. Mais je vous le disais, place au sport avec la première édition du tournoi des 4, une compétition de football amical qui regroupe la Corse, la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. 2 rencontres ont été organisées au stade Pierre-Aliquer hier soir. La première compétition opposant la Guadeloupe à la Corse et la seconde la Martinique face à la Guyane avec une victoire des Matininos, 3-0. Récit des matchs avec José Lecherti. La squadra Corsa en noir n'a pas fait dans le détail. En moins d'1 minute après le coup d'envoi, Jean-Jacques Mandricci ouvre le score pour le compte de ses couleurs, 1-0. Dominée, la sélection guadeloupéenne peine à trouver la faille. Les hommes de Jean-Michel Cavalli bloquent toute tentative. À la mi-temps, le score est 2-0. Au retour des vestiaires, la Corse déroule, le ballon circule à merveille. Sur ce centre de Cavalli, Jean-Jacques Mandricci inscrit le second but pour sa formation, 2-0 en faveur de la Corse. Les Guadaboys tentent une percée, le ballon échoue dans les bras du portier. Sur cette action, la squadra s'offre une nouvelle occasion d'enfoncer le clou. C'est chose faite avec ce triplé de Mandricci. La sélection corse gagne sur le score de 3-0. La rencontre suivante a opposé les Matininos en bleu au Yanadoko. Après quelques rounds d'observation, la Martinique ouvre le score par Michael Biron,
1-0, on joue la 26e minute. Sous les ordres du nouveau sélectionneur Mario Boccali, les Matinenos sont très offensifs. La Guyane n'a aucun répit. Sur cette action, Michael Biron rate de peu le cadre. Le second but en a surpris plus d'un. Erel lobe le gardien des 40 mètres et marque 2-0 pour les Matininos. À la 39e minute, Mario Boccali et ses hommes lancent une nouvelle offensive. Biron enfonce le clou. À la pause, le score est de 3-0. Au retour des vestiaires, plus aucun but n'est marqué. On s'est fait pas mal bouger en première partie de mi-temps. Et puis on a réajusté. Et une fois qu'on a réajusté, on a vu que les joueurs vraiment ont réussi à bien tenir le dispositif. Donc on a été beaucoup rigoureux derrière, ponctuel tout ce qui est déplacement derrière. Et puis après on arrive à claquer 3 buts, c'est intéressant, on arrive à en rater. Ça veut dire qu'on s'est créé pas mal d'occasions. Et je crois que ça c'est le point positif. Face à quand même, c'est vrai que le score paraît lourd, mais je crois qu'il y avait une bonne équipe de Guyane quand même en face de nous. On a vu une équipe avec l'envie d'aller de l'avant et essayer de réduire le score. C'est ce que j'avais demandé aux joueurs à la mi-temps. Et ça c'est de bon augure pour la suite. Et bon, je pense que les joueurs qui étaient sur le terrain vont se servir de ce genre de rencontre justement pour progresser, les jeunes joueurs notamment, pour apporter aussi leur part à l'édifice. La Martinique est qualifiée pour la finale face à la Corse jeudi 7. La Guyane affrontera la sélection de la Guadeloupe le même jour en ouverture. Le coup d'envoi du Bel Djouba sera donné demain soir au parc culturel Aimé Césaire. Un temps fort pour mettre en avant nos traditions. Et pour en parler, nous recevons notre deuxième invité du jour, Jean-Pierre Mitraille, dit Alblana. Bonsoir à vous. Bien, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la plupart des acteurs de la tradition du Bel se préparent pour le grand rendez-vous. Alors, pour donner une idée aux téléspectateurs de ce qui les attend, on va regarder un extrait de la précédente édition qui était en 2016, c'est ça? C'est ça. On regarde. Merci. Voilà, on sent qu'il y a de l'ambiance. Alors, le coup d'envoi sera donné demain soir. Qu'est-ce qu'il y aura au programme déjà pour commencer? Donc, demain soir, nous rendrons hommage en cérémonie, nous avons l'honneur respect en hommage à toute maman qui quittait nous entre 2016 et puis 2018, entre les deux Bel Djouba qui fêtent. Et puis après, nous avons un bon comptage parole en conférence débat, puisque nous avons plusieurs conférences débat, et puis comme thème, mancher tomber en bel pas. C'est un concept que nous avons créé à la philosophie Bel Air. Alors justement, ça sera une conférence débat. De quoi sera-t-il question? Ben, le titre est joli, mancher tomber en bel pas, mais ça veut dire quoi concrètement? En tout cas, j'aurais pu donner un développement très long et très large, mais j'inviterai carrément les téléspectateurs à venir écouter la conférence débat qui sera animée par M. Barduri, Daniel Armand Nicolas et Daniel Valéjo. On va discuter de la situation du Bel Air, de la situation de l'homme martiniquais, de la situation de notre pays. Dans toutes les conférences que nous aurons effectivement pendant ce Bel Djouba, nous discuterons de la situation qui concerne l'être martiniquais et la situation de la culture martiniquaise. Et justement, quelle est la situation du Bel Air aujourd'hui en Martinique et dans le monde d'ailleurs?
dans le monde, le Belay vit. Le Belay vit, le Belay progresse. Le Belay évolue. Il y a 30 ans, des gens disaient qu'il était mort. Et aujourd'hui, dans toutes les écoles, dans toutes les communes, à l'extérieur, en France, il y a plus d'une dizaine d'associations. En Guyane, il y en a. À la Martinique, la coordination regroupe près d'une trentaine d'associations et des personnalités du monde Belay. Donc ça veut dire que le Belay est en pleine revivance, c'est l'expression que nous utilisons, en pleine revivance. Et si bien que le Belay Djouba se donne pour objectif de permettre que le Martiniquais qui n'est pas encore au fait de cela s'approprie de sa culture. Et c'est un peu ça la démarche. Donc, donner vie au Belay et permettre à ceux qui ne sont pas encore dans la dynamique de s'y inscrire. Parce que chaque génération a son pan. Donc, que la génération d'aujourd'hui s'approprie de sa culture, c'est l'un des objectifs de cette manifestation. Alors justement, ce n'est pas la première édition. Comment a été le public lors des précédentes éditions? Est-ce que le public répond de façon positive? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde comme vous vous y attendez? Si en 2016, nous avons, au niveau de la coordination, organisé la première édition du Belay Djouba, mais je tiens quand même à tirer hommage à l'association ASCLR qui, pendant 3 années, ont conduit effectivement les 3 premières éditions d'un festival Belay en Martinique. Ils ont été à l'initiative et, sachant qu'ils sont membres de la coordination, ils ont passé le relais à la sphère nationale, si je puis dire. Et ça nous permet, premièrement, de fédérer le monde associatif, le monde Belay, de fédérer le public martiniquais, parce que disons que le Belay n'appartient pas aux gens qui dansent le Belay. Belay, c'est à tout le monde martinique. Qui a dansé, qui a chanté, c'est là qu'ils viennent, ils savent ça y est, ils savent qu'ils sont en didin et ils peuvent vivre. Et on pourra apprendre à danser pendant il y a effectivement des festival? ateliers à plusieurs niveaux. Que je dis également que nous recevons 2 pays de la Caraïbe qui pratiquent le Belay, le Trinidad et Tobago et Sainte-Lucie. Et ces 2 pays nous feront une démonstration de leur danse et aussi ils auront un apprentissage pour nous enseigner leur manière de danser. C'est pas la même que nous? Il y a forcément des différences. Ce sont des cultures qui se ressemblent mais qui vivent avec les espaces qui sont les leurs. Donc, par rapport aux ateliers, il y aura effectivement des ateliers de ces 2 pays, de Sainte-Lucie, de Trinidad, et aussi un atelier du Belay de Sainte-Marie, une forme pratiquée en Martinique, du Belay aussi de Basse-Pointe, et aussi du Belay pratiqué dans le sud, parce que nous savons qu'il y a plusieurs formes de Belay en Martinique. Alors, il y aura également un village de l'association Caille Belay, avec plusieurs stands qui seront installés au parc culturel Aimé Césaire. Alors, dites-nous ce que le public pourra trouver sur place. Bien, dans ce village que nous appelons Caille Belay, où nous espérons que les gens, dans la manière de parler du Belay, nous disons que Belay, c'est une manière vive. Et dans ce qui est nécessaire pour vivre, nous aurons tout dans ce village. Nous aurons effectivement de quoi nous permettre de nous coiffer. De la coiffure, nous aurons effectivement... Donc le marée-tête, tout ça qui est là. Manière de créer des bijoux avec des éléments naturels. Nous aurons effectivement une association qui travaille autour du créole. Nous aurons la Sopama. Nous aurons des gens de l'agriculture, parce que c'est aussi important. Nous aurons des gens de la haute taille. Nous aurons le Caille Belay du Gomorne que nous connaissons. La Koua aura un espace pour présenter effectivement son travail. Nous aurons le chapeau Bakwa. Nous aurons un peu de tout, ce qui permet aux Martiniquais d'avoir ce qui lui est nécessaire dans son espace. Très bien, merci. Merci à vous. Je voudrais quand même rajouter que pendant ce festival, pendant le Belay Djouba, nous aurons 2 spectacles très importants qui se tiennent le samedi 9 juin au Grand Carbet, avec les 2 groupes, Bracouri et Hugues Charlec. Nous invitons le public à venir en masse à ce premier spectacle. Et le dimanche 10 juin, nous avons un spectacle avec la M4 qui présentera son spectacle complet. Et j'invite les personnes à téléphoner au 0696 30 33 77, sinon le 0696 31 31 24 pour réserver les tickets. Je crois qu'il n'en reste plus beaucoup. D'accord, donc il faut faire vite. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle que le coup d'envoi du Festival du Belay est programmé demain soir. Donc du 7 au 10 juin. Du 7 au 10 juin. Voilà. Merci à vous. C'est moi, merci. Allez, ATV toujours dans la proximité. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes dans lequel nous continuons à parler culture, mais avec une toute autre ambiance. Piano Consaka écrit, c'est le titre du grand rendez-vous fixé ce vendredi au Tropique Atrium, une 7e édition qui se conjugue au féminin avec plusieurs pianistes de dimension internationale. Hubert Bornil et Valérie Vincent ont assisté aux répétitions cet après-midi. Regardez.
Séance de répétition très studieuse sur la scène de l'Atrium. Ces pianistes que nous voyons, ça sera pour la première fois une grande rencontre avec 4 femmes et des musiciens martiniquais pour les accompagner. Vendredi soir, la salle Aimé Césaire du Tropique Atrium se donnera des airs de grands rendez-vous internationaux. Le piano sera bien évidemment au centre de la scène, piano Konsaka écrit. Avec des musiciens de marque pour entourer l'invité fil rouge, la japonaise Yayoi Ikawa, une pianiste dynamique, lyrique et créative. Il y a aussi une cubaine, Jennifer Macpherson, une réunionnaise, Valérie Chantef, une martiniquaise, Flora Sico. Une 7e édition qui fait la part belle aux femmes. Pas moins de 4 pianistes de renom se partageront la scène. Parmi elles, la cubaine Janicette Macpherson. Je connais un petit peu la Vigile, la mazurka, un petit peu, ouais. Pas beaucoup, mais j'ai quelques connaissances et puis j'ai la chance de jouer avec des musiciens caribéens et qui m'influencent et qui m'apportent ces rythmes. Récemment, il y a un projet sur lequel je fais partie avec Jean-Philippe Fanfan, batteur, très grand batteur, très connu, mais je fais partie aussi des projets avec Andy Narel et Michel Alivo qui de temps en temps joue sur mon projet. Piano Konsaka écrit. Le concept semble bien s'installer dans le temps déjà. La 7e édition et toujours la volonté de réunir des valeurs mondiales accompagnées par nos talentueux musiciens martiniquais. Nous avons remarqué il y a quelques années de cela, lorsque nous avons travaillé sur ce concept avec Jean Trudeau, qu'il y avait beaucoup de Martiniquais qui pratiquaient le piano. Et il y a beaucoup de Martiniquais qui sont connus, et notamment, on ne peut pas oublier Marius Cultier et Paul Rosine, qui sont des pianistes, de très grands pianistes martiniquais. Alain Gracius, Dominique Bourgainville, Alex Bernard pour accompagner ces pianistes à l'occasion de cette grande scène pour la 7e édition Piano Konsaka écrit à l'Atrium, c'est vendredi soir. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 8h à 13h sur le parking de RCI. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchèque. Et à tout de suite.